Bonjour, merci de suivre l'émission Point de vue. Le Sénégal aux urnes dans une semaine pour élire le 5e président de la République, celui qui va remplacer le président Macky Sall, qui, rappelons-le, va quitter ses fonctions le 2 avril prochain. Un scrutin inédit au regard des faits qui ont jalonné le processus. Dernière en date, ce recours pour excès de pouvoir rejeté du front ou pour une élection inclusive qui voulait, rappelons-le, arrêter le processus. Docteur Yoro Dia est avec nous, politologue, ministre conseiller, porte-parole de la présidence de la République. Bonjour, bienvenue. Bonjour Omar, c'est toujours un immense plaisir pour moi de venir dans cette maison et j'aime rappeler que j'ai été formé ici. J'en profite rapidement pour saluer mes anciens formateurs, à savoir Babacar Diagne, Daoud Ndiaye et Mamoudou Malay Diop. Et j'en profite aussi pour saluer mes camarades de promo avec qui j'étais formé dans cette maison, notamment Alsan Sissé, Issa Touré et Khadikan Ndongo. Bien, merci. C'est toujours un plaisir également de vous y accueillir. Alors, je l'ai dit, jamais on a vécu un scrutin aussi incertain, avec un processus controversé. La campagne se poursuit, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut déjà avoir des doutes sur la crédibilité de ce scrutin-là ? Non, le scrutin de dimanche, comme tous les autres scrutins qu'il y a eu au Sénégal, rappelons qu'en 2022, il y a eu 3 scrutins en une année et l'administration l'a très bien organisé. Ce scrutin, comme tous les scrutins qui l'ont précédé au Sénégal, va être un scrutin très crédible parce que le Sénégal est une vieille démocratie et c'est pourquoi, et puis on parle d'exception sénégalaise en sciences politiques. Et ce qui se passe, moi je m'étonne de l'étonnement des gens, ce qui se passe c'est le mécanisme normal de la démocratie. Le grand Alexis de Tocqueville dit que l'apathie est l'ennemi des grandes démocraties. Quand on voit notre démocratie, ce qui se passe, ça veut dire que notre démocratie vit une très très grande vitalité. Et cette vitalité confirme l'exception démocratique. Il faut faire juste de quelques constats très simples. C'est quoi la mode en Afrique, dans notre sous-région? La mode est à la suspension de la Constitution. La mode est au militarisme. Et chez nous, au Sénégal, on a un système politique qui fait que quand le Conseil constitutionnel prend une décision, le président de la République se soumet à la décision du Conseil constitutionnel. Et ça confirme notre poste de l'exception sénégalaise. Et ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle, ça confirme aussi l'exception sénégalaise, c'est de l'opposition légale. Et le PDS est un exemple d'opposition légale en Afrique. Et quand on parle d'exception sénégalaise, j'aime à rappeler qu'on a le droit à 2 personnes. Le président Léopold Sédar Senghor, qui à l'époque des partis uniques a refusé d'instaurer un parti unique au Sénégal. Mais pour bien respirer, il faut 2 poumons. Le premier poumon de l'exception sénégalaise, c'est Léopold Sédar Senghor. Le deuxième poumon, c'est Maître Abdoulaye Wade, qui a accepté le jeu de l'opposition légale. Et c'est ça qui fait qu'à l'époque de Bokassa, de Idi Amin Dada, de Jonas Savimbi, le Sénégal était un îlot de démocratie dans un océan de dictature et de parti unique. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Sénégal, le Sénégal confirme sa stature d'une des plus grandes démocraties du continent. Oui, mais est-ce que cette stature-là, ça donne à ce parti-là historique de Maître Abdoulaye Wade le droit, si on peut le dire comme ça, d'interrompre un processus qui était déjà parti? Non, mais quand nous sommes dans un état de droit, le PDS est dans son rôle. Le PDS, il y a eu des contestations. Je pense qu'il faut saluer la démarche du PDS. Mais parce que quand même, nous, on a connu dans ce pays une opposition insurrectionnelle. Une opposition insurrectionnelle. Et je pense qu'il faut comparer les deux. Même l'opposition insurrectionnelle est revenue aujourd'hui à des formes d'opposition légale. Et je pense qu'il faut saluer la démarche du PDS. Dans un état de droit, quand on n'est pas d'accord, on va au tribunal, on demande au juge de trancher. La judiciarisation des conflits politiques est un des critères de l'état de droit. Et je pense que si on compare, j'imagine que les personnes qui pensaient qu'au Sénégal, on pouvait prendre le pouvoir par la rue, par l'insurrection, par les émeutes, sont revenus à de meilleurs sentiments et ils ont dû tirer les leçons et apprendre avec le PDS. Ce qui fait le PDS, c'est ce qu'on appelle une opposition légale. C'est ce que Abdoulaye Wade a toujours fait depuis la création du PDS en 1974. Et c'est ça qui a renforcé la démocratie. Et c'est pourquoi je dis les 2 poumons de l'exception sénégalaise, c'est Léopold Sédar Senghor qui refuse d'instaurer un parti unique et Maître Abdoulaye Wade qui joue le jeu de l'opposition légale. Et je pense que ce qu'il faut saluer aussi, ce qui confirme aussi l'exception sénégalaise, c'est que ce pays a des institutions solides. On doit se poser la question, le choc, la vague populiste et insurrectionnelle que l'État du Sénégal a supportée, dans tous les autres pays, l'État serait effondré. C'est parce que l'État a été fort, nos forces de défense et de sécurité ont été à la hauteur, que l'insurrection a été vaincue. Donc aujourd'hui, nous avons un État fort,
une république debout et c'est ça qui permet le retour des conditions normales de la démocratie. Et ça, je pense que tous les Sénégalais doivent être très fiers de leur État qui a contenu ce choc insurrectionnel qui permet aujourd'hui à nos anciens frères égarés qui avaient cru pouvoir le prendre par la rue, par les émeutes, de revenir à de meilleurs sentiments. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui qui est normal. C'est ce que moi j'appelle le Sénégal d'hier. Pour citer Stefan Zweig qui parle du monde d'hier. Stefan Zweig est un écrivain allemand, autrichien, qui s'est suicidé parce qu'il pense que quand les nazis ont pris le pouvoir, l'Allemagne avait perdu ce qu'il avait de plus précieux, ça veut dire sa culture, la démocratie, le débat intellectuel. Aujourd'hui, nous sommes en train de retrouver la page de l'intermède, de l'insurrection a été fermée, nous sommes en train de retrouver ce que j'appelle le Sénégal d'hier. C'est ça qui est normal, c'est l'opposition légale. C'est ce que fait le PDS aujourd'hui qui confirme notre statut d'exception sénégalaise. Maintenant, autre exception, c'est un peu l'amnistie. Et je pense que l'amnistie aussi, pour le dire rapidement, c'est une forme d'exception sénégalaise parce que l'amnistie, il faut être clair, résulte de la magnanimité présidentielle. D'accord, on va y revenir tout à l'heure. Mais je veux qu'on s'arrête un peu sur ce choc des institutions, si on peut le dire comme ça. Parce que, évidemment, on a vu que durant le processus, les institutions ont joué leur rôle, chacune de son côté, certains. C'est vrai qu'on est une exception démocratique, ça participe de la vitalité de notre démocratie, mais aussi sur un autre angle, c'est une crise à laquelle on a assisté aujourd'hui. Mais pourquoi on fait des institutions? Les institutions ont deux missions. Un, lutter contre les incertitudes, et deux, lutter contre l'arbitraire individuel. Et moi, je ne pense pas que le choc, comme vous dites, pour vous citer, ça montre la solidité et la vitalité des institutions. Mais moi, je m'étonne de l'effondrement des gens, parce que ce qui se passe, c'est une banalité ordinaire dans une démocratie. L'Assemblée vote une loi, on ne peut pas empêcher aux députés d'avoir l'initiative des lois. L'Assemblée vote une loi. Il y a des députés du Parlement qui saisissent le Conseil constitutionnel, qui ne sont pas d'accord avec la loi. Le président de la République prend un décret. Le Conseil constitutionnel censure le décret du président et demande au président d'organiser l'élection dans les meilleurs délais. Le président fait un communiqué pour dire « je vais appliquer la décision du Conseil constitutionnel ». Mais c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est à la fois la séparation des pouvoirs, mais aussi la collaboration des pouvoirs. Et je pense que ce que vit le Sénégal, c'est une leçon pour tous les pays africains. Et l'exemple du Sénégal montre que nous, au Sénégal, on n'a pas attendu Barack Obama pour comprendre que la démocratie repose sur des institutions solides. On n'a pas attendu le sommet de la Baule en 1991 pour que Mitterrand dise aux pays africains « allez maintenant à la démocratie ». Je tiens à te rappeler qu'ici, nous avons des traditions démocratiques centenaires. Nous avons des institutions solides. Et c'est pourquoi l'État a pu tenir ce choc populiste et insurrectionnel et qui a permis à la République de rester debout pour que les conditions normales de la démocratie reviennent. Mais c'est le mécanisme normal d'une démocratie. Il n'y a rien d'exceptionnel à ce que l'Assemblée vote les lois. Je suis de ceux qui pensent que notre démocratie est trop normale. L'Assemblée a voté une loi, le président a pris un décret et les juges ont tranché. Et pourquoi parle-t-on alors d'une crise préjudiciable à notre démocratie? Non, au contraire, il n'y a pas de crise préjudiciable pour notre démocratie. Ça veut dire que nos institutions fonctionnent. Ça veut dire que notre démocratie n'est pas apathique. L'apathie, c'est l'ennemi des grandes démocraties. C'est quoi la différence entre démocratie et dictature? Si vous avez eu la chance de vivre dans des dictatures comme moi, les dictatures sont silencieuses. Les dictatures, la seule vertu d'un citoyen dans une démocratie, c'est de garder le silence. Par contre, nous avons l'inverse dans une démocratie. Et notre démocratie est parfaitement normale et le scrutin de dimanche va le prouver et montrer que le Sénégal tient son rang de grande démocratie. D'accord. Finalement, l'arrêt du processus souhaité par le PDS et ses amis n'aura pas lieu. L'élection va donc se tenir le 24 mars prochain. Et la loi d'amnistie dont vous parliez tout à l'heure, que le président Macky Sall a fait voter, a eu comme conséquence la libération d'un candidat, Bassirou Diomaye Faye, et Ousmane Sonko, qui est le leader du parti PASTEF. Alors, pardon et réconciliation, magnanimité du président de la République, disiez-vous, mais il y a une autre version qui parle de protocole, notamment du Cap Manuel. Non, pourquoi je parle de l'amnistie? Il faut le remettre dans son contexte. L'amnistie résulte de la magnanimité présidentielle. Pourquoi magnanimité présidentielle? Parce que, comme je disais tantôt, nous avons eu à faire face à la plus grande insurrection politique de notre histoire. L'insurrection a été vaincue.
les leaders de l'insurrection ont été mis en prison depuis une dizaine de mois et que rien ne s'est passé. Donc, souvent, quand on parle d'amnistie, c'est parce qu'on a constaté qu'il y a un rapport de force qui est de telle sorte que le pays est bloqué. Ce n'est pas le cas du Sénégal. Ça veut dire que la liste avait été publiée, l'insurrection avait été vaincue, les leaders de l'insurrection mis en prison. Donc, en question de rapport de force, l'amnistie n'est pas une question de rapport de force. Pourquoi je parle de magnanimité présidentielle? Parce que le président de la République estime que l'émergence du Sénégal est à portée de vue et à portée de main, et l'émergence ne peut se faire que dans la stabilité. Et c'est pourquoi la magnanimité envers des adversaires vaincus est non seulement morale, mais c'est un bon investissement pour l'avenir. Au-delà de la magnanimité présidentielle, l'amnistie est un investissement pour l'avenir. Et c'est quoi l'avenir? L'avenir, c'est la stabilité et la paix pour pouvoir atteindre l'émergence le plus rapidement possible. C'est pourquoi je parle de magnanimité présidentielle. Dans d'autres pays, l'amnistie résulte d'un rapport de force qui fait qu'il n'y a aucune des parties qui puisse emporter le conflit. Mais rapporté dans notre cas, ce n'est pas le cas, parce que l'insurrection avait été vaincue, l'insurrection avait été défaite, les leaders de l'insurrection mis en prison et que le processus se poursuivait normalement. Et c'est pourquoi je pense que aussi, sur le plan, l'histoire retiendra de Macky Sall aussi comme étant le sauveur de la République. Au-delà des ponts, au-delà des stades, au-delà des infrastructures, l'histoire retiendra de Macky Sall le sauveur de la République. Il a fait son devoir de chef d'État, de président de la République, faire face à l'insurrection. Oui. Maintenant, comme on dit, nous sommes dans le mois de Ramadan, l'erreur est humaine, le pardon est divin. Après, comme à l'école primaire, on aurait dit, maintenant que la leçon est sue, le président réouvre le système et donc par magnanimité accorde l'amnistie à nos frères égarés qui ont décidé de réintégrer le jeu. Et depuis qu'ils ont réintégré le jeu, nous assistons aussi à des formes d'opposition légale. La tradition d'opposition légale que le PDS a initiée et qui fait pas de l'élection sénégalaise, nos frères égarés de l'ex-PASTEF se sont appropriés aujourd'hui les formes de l'opposition légale. Qu'est-ce qu'on constate? Aujourd'hui, le débat d'idées est revenu, il n'y a plus de débat sur les cocktails Molotov. Il fut des temps, les gens se parlaient par des cocktails Molotov interposés. On ne peut pas accepter qu'un cocktail Molotov soit une idée politique. Et c'est pourquoi moi, j'ai toujours récusé la notion de prisonnier politique. Parce que quand quelqu'un jette un cocktail Molotov sur un bus rempli, on ne peut pas considérer ça comme une sorte d'opinion publique. Maintenant, les gladiateurs ont quitté la scène, maintenant les orateurs reviennent. C'est ça la démocratie. Oui. La démocratie est une aristocratie d'orateurs, pas de gladiateurs. Les gens ont compris que jouer au gladiateur ne sert absolument à rien. Ils ont remis l'épée dans le fourreau et sont revenus dans le jeu normal de la démocratie grâce à cette magnanimité présidentielle qu'est l'amnistie. C'est important de le savoir sous cet angle. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a des interrogations sur les circonstances même de la libération de ces frères égarés dont vous parlez. Non, mais ça aussi, c'est un des piliers de l'exception sénégalaise. Qu'est-ce qui fonde notre démocratie? Mais ce qui fonde notre démocratie, ce n'est pas Montesquieu, ce n'est pas Jean-Jacques Rousseau, ce n'est pas George Washington. Les deux piliers de l'exception de la démocratie au Sénégal, c'est quoi? Sénégal, Ben Bopula, Ken Menoko Kharniar. Nous sommes tous des frères. Et le deuxième pilier, c'est que Rero Amoul Nyaka Wartanam. Ça veut dire qu'à force de dialogue, puis on est en train de trouver une solution. Ce qu'on appelle le protocole de Cap Manuel, il faut le ranger dans ce cadre. Le Sénégal, ils ont dû discuter, c'était nos frères égarés, ils ont retrouvé le droit chemin. Et maintenant, quand on retrouve le droit chemin, c'est pourquoi je disais que l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Ils ont eu le pardon du président, et puis c'est pourquoi je dis que l'amnistie est une magnanimité présidentielle. Parce qu'ils n'étaient pas obligés, ils n'étaient pas dans des conditions de rapport de force qui le poussent à le faire. Nous ne sommes pas dans une situation de guerre civile au Libéria ou en Sierra Leone, où les rapports de force est tel que nous sommes obligés. L'amnistie s'impose à tout le monde. Ici, l'amnistie ne s'est imposée à personne, parce qu'il résulte de la magnanimité du président de la République qui veut laisser son pays dans des conditions stables, dans des conditions de paix, pour qu'on puisse atteindre l'émergence le plus rapidement possible. Parce que aussi, quand on voit les prérequis de l'alternance des pays émergents, il y a les prérequis. Le premier prérequis, c'est la stabilité politique. Et le deuxième prérequis, c'est un bon code des investissements. Et puis, et ensuite, il y a la stabilité juridique et judiciaire. Le président veut qu'on en revienne au premier prérequis de l'alternance, ça veut dire un pays stable et en paix. D'accord. Donc, si on se pose une question, naturellement, que gagne le président de la République? Rien du tout. Macky Sall dans cette... Rien du tout. C'est pourquoi je parle de amnistie. La réponse, c'est la magnanimité. C'est pourquoi je parle de magnanimité. À titre personnel, il n'y gagne rien du tout. Même les forces... Comme il y a même... Quand vous voyez dans la presse, sur les sites Internet, il y a des personnes qui disent, oui, il le fait pour les forces de l'ordre. Même les forces de l'ordre n'y gagnent rien du tout. Même les forces de l'ordre n'y gagnent rien du tout. Et c'est ça qui est intéressant dans le débat. Quand aux États-Unis, quelqu'un menace de mort le président de la République,
et puis il est tué par les forces de l'ordre américaines. En France, quand il y a des manifestations avec les gilets jaunes, quand il y a des morts d'hommes, les gens parlent du maintien normal de l'ordre. Mais maintenant, quand il s'agit du Sénégal ou des pays africains, et puis les gens parlent de la CPI. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir, je me suis posé la question, la presse devrait se poser la question, quelle suite la CPI a donné à la plainte de Branco. Et je pense qu'aussi, quand nous étions à l'école de journalisme, nous nous apprenions à donner de l'information. Et je pense qu'aussi, 50% du journalisme aujourd'hui devrait être de vérifier un certain nombre de choses. Branco avait fait une liste de centaines de personnes qu'il avait amenées à la CPI. Aujourd'hui, ce serait intéressant de voir quelle suite la CPI a donné à truc de Branco. Mais leur logique se comprend. Oui. Leur logique se comprend. Au-delà du président de la République, les gens qui parlent de CPI, qui font de la dénonciation à l'international, c'est une ignominie qu'un Sénégalais puisse écrire à l'ONU pour dire oui, tel soldat, tel commissaire qui va intervenir dans le monde est impliqué dans des trucs. Et c'est quoi la logique? Ces gens-là ont fait la même chose quand l'armée courageusement se battait contre la partition du pays en Casamance. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire la même chose avec nos forces de l'ordre. Et je pense qu'aucun Sénégalais ne devrait l'accepter. Ils ont perdu la bataille sur le terrain de l'insurrection parce qu'il faut que les Sénégalais apprennent à savoir ce qu'ils doivent à leurs forces de l'ordre. Aujourd'hui, si le pays n'est pas tombé, comme nous l'avons vu dans la sous-région, au bout de 2 semaines, l'État s'effondre. Nous le devons à nos forces de l'ordre. Et je pense que ce qu'il faut tirer de cette crise-là, c'est le respect absolu que nous devons à nos forces de l'ordre. La chance que nous avons d'avoir des forces de l'ordre professionnelles et responsables et qui ont permis au pays. Mais maintenant, les gens qui les attaquent sur l'international, c'est une continuation de la guerre par d'autres moyens. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes organisations, les mêmes activistes qui les attaquaient quand l'armée courageusement empêchait la partition au sud du pays. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes qui s'agitent pour jeter à la vindicte internationale nos forces de l'ordre. Ouais. Quand vous parlez d'attaque à l'international notamment, tout à l'heure, on expliquait l'amnistie par la magnanimité du président de la République, Macky Sall. Avant, il a voulu, comme il l'a dit, sauver le processus en prenant ce décret abrogeant l'autre, convoquant le corps électoral. Alors, comment expliquer le fait qu'il soit la cible d'attaques parfois très virulentes? Non, mais nous l'avons toujours dit, il y a eu un complot en interne au Sénégal et une conspiration sur l'international. Vous êtes journaliste, vous suivez l'actualité internationale. Il est arrivé à un moment donné où, à la limite, le Sénégal concurrençait la guerre à Gaza en termes de couverture médiatique. C'est excessif. Et comme on sait, tout ce qui est excessif est insignifiant. Il y a eu certaines officines sur l'international qui n'ont jamais pardonné au Sénégal son refus des injonctions civilisationnelles. Il y a eu certaines officines au niveau international qui n'ont jamais pardonné au Sénégal son refus des injonctions politiques. Nous sommes un État souverain. Et ce qui s'est passé au Sénégal, il n'y a rien d'illégal. C'est ça qu'il faut rappeler. Il n'y a rien d'illégal. Le Sénégal est un État légal, le Sénégal est un État de droit. Il n'y a rien d'illégal. Mais c'est comme si c'était le contraire. Je vous parlais en début d'émission de cette crise dont on a parlé et qu'on a hypertrophiée. Non, mais à cause de ce dialogue-là, de ce choc entre les institutions. Quand tu vois l'intérêt en matière de couverture médiatique, comme je dis, et puis à un certain moment, à la limite, on concurrençait la guerre en Gaza en termes de couverture médiatique. Le Sénégal, un pays africain, et puis qui décide de façon légale, par le biais de son président, de reporter les élections. Mais regardez ce qui s'est passé. La bulle s'est dégonflée. On aurait dû avoir la même couverture quand le président de la République, dans un communiqué, a dit qu'il respectait les décisions constitutionnelles. Moi, je pense que cette conspiration internationale a existé, et puis une certaine presse internationale a été une sorte de cheval de Troie pour essayer d'affaiblir ou de punir le Sénégal. Pourquoi on veut nous punir? On veut nous punir parce que le Sénégal, un État souverain, refuse les injonctions civilisationnelles. On refuse les injonctions civilisationnelles, on refuse les injonctions politiques. Comme on dit, le Sénégal peut être ami, le Sénégal peut être allié, mais ce que veulent les gens, le Sénégal ne peut pas être un État aligné. Nous sommes une démocratie, les mécanismes de la démocratie fonctionnent. Je donne un exemple simple.
même en termes de classification de la presse, il y a certains pays africains où certains groupes de presse internationaux ont été expulsés. Et quand on fait la classification de ces togs, et puis on voit que ces pays arrivent devant le Sénégal. Ça n'a pas de sens. Mais comme je dis, il faut faire confiance au Sénégal, il faut faire confiance aux Sénégalais. À un certain moment, cette campagne de presse internationale a mis de l'eau dans le vin parce qu'ils ont vu que les Sénégalais commençaient à réagir. Les Sénégalais lambda ne pouvaient pas comprendre qu'il y ait un tel harcèlement, il y ait une telle violence contre le Sénégal sur l'international. D'accord. Revenons sur l'amnistie. Vous avez entendu certains foncièrement contre la loi, s'en prendre de façon très dure au président Macky Sall. De façon très dure, ça veut dire quelqu'un a même parlé de trahison. Oui, mais c'est excessif et tout ce qui est excessif est insuffisant. Mais encore une fois, c'est le jeu normal de la démocratie. Quand vous êtes un homme d'État, comme on dit, vous ne pensez pas seulement à la prochaine élection, vous pensez aux futures générations. Et c'est ça aussi un homme d'État. Un homme d'État ne peut pas passer sa vie à regarder le rétroviseur des médias pour voir si je suis populaire, c'est quoi les sondages. Un homme d'État, c'est du caractère et des circonstances exceptionnelles. Et nous avons été dans des circonstances exceptionnelles et le président Macky Sall a montré qu'il a fait preuve de caractère en disant « mais je veux laisser à mon pays dans un environnement de paix et de stabilité qui nous permettra, d'aller le plus rapidement vers l'émergence ». Et aujourd'hui, les faits lui donnent raison parce que nous sommes redevenus ce que nous avons toujours été. Nous sommes revenus ce que nous avons toujours été, une démocratie où les gens dialoguent et puis où les députés votent des lois et puis les hommes politiques font des propositions et les juges tranchent les litiges. Le Sénégal a redoré son blason et a retrouvé sa place de très grande démocratie, de très grande démocratie en Afrique. D'accord. Maintenant, sous l'angle politique, carrément, la sortie de ce que vous appelez frères égarés, Diomaye et Sonko notamment, est aussi interprétée par ceux qui pensent que, effectivement, cette sortie, le fait qu'il soit sur le terrain politique carrément de la campagne, affaiblit le candidat de la majorité, donc du président Macky Sall. Moi, je penserais plutôt le contraire. Parce que les groupes fanatiques, et là, je mets ma casquette de porte-parole pour remercier de politologue, oui. Les groupes fanatiques et sectaires ne prospèrent que dans la tension. Les groupes fanatiques et sectaires ne prospèrent que dans la tension. Est-ce que cette tension permanente-là ne leur était pas favorable? Et puis on a déjà vu, depuis que leur candidat, entre guillemets, a commencé à parler, et puis maintenant les gens vont se faire une idée. Parce qu'une présidentielle, c'est une élection sérieuse. Oui. Un président de la République, c'est un chef. C'est le chef de l'armée. Est-ce que la conférence de presse que nous avons regardée, qui est le chef? Qui est le chef? Est-ce que M. Bassirou Diomaye Faye est le... Je suis de ceux qui pensent que M. Bassirou Diomaye Faye n'est pas le chef, il n'est même pas un chef. Et puis on a vu un candidat... On a eu un candidat et un leader. Mais voilà, ça veut dire qu'un président de la République ne peut pas être sous tutelle. Et depuis que le candidat a commencé à parler, notamment peut-être nous y reviendrons sur la monnaie, sur la vice-présidence. Et c'est ça qui est intéressant dans notre démocratie. Et c'est pourquoi il faut créer les conditions de la pacification pour qu'on sait qui est qui. Comme disent les communistes, qu'on sache d'où parlez-vous camarades. Depuis qu'il a commencé à parler, la première information que les Sénégalais doivent retenir, on nous a toujours parlé d'un projet. Oui. Le projet. À la limite, à la place du projet, si le projet était aussi important, si le projet existait, le candidat n'aurait pas eu besoin de faire un programme avec autant d'incohérences. Donc, il est sorti, c'est le candidat, il sort le projet. Personne n'a jamais vu le projet. En lieu et place, d'un projet qui est comme une arlésienne, dont on nous a toujours parlé et qu'on n'a pas vu. On s'attendait à avoir un projet cohérent, parce que depuis qu'on parle du projet, 4 ans, 5 ans, le projet, on nous sort un programme. Et dans le programme, on a déjà vu les premières incohérences. Ça veut dire que rien n'était préparé. Et moi, je suis de ceux qui ont toujours pensé qu'il n'y a jamais eu de projet et que l'essence du projet, c'est de la manipulation. Et comme on dit, l'ennemi de la manipulation, c'est la clarté brutale. Et le programme, quand on braque la clarté brutale sur le programme, on voit que c'est de l'informel, c'est du tâtonnement, il n'y a rien de préparé. Et le leader, comme tu dis, a été obligé d'aller au secours du candidat sur la monnaie. Et le leader a été obligé d'aller au secours du candidat sur le poste de vice-président. Est-ce que dans une démocratie comme le Sénégal, on va créer un poste pour un individu?
est-ce que dans une démocratie comme le Sénégal, on va créer un poste pour un individu? Sur la monnaie, il y a une sortie d'Abdou Mbaye, de l'ancien président Abdou Mbaye, brillant banquier, brillant financier, qui dit que c'est une catastrophe économique et monétaire qu'on nous prépare. Et puis, quand on a regardé le candidat, on s'attendait à ce qu'il nous parle des problèmes du Sénégal. On voit que le candidat et son leader règlent des conflits qui remontent à la DGID. Ouais, donc nous, on les attend sur les problèmes du Sénégal, sur l'emploi, le chômage, qu'il challenge le bilan de Macky Sall. Nous, on s'attendait à ça, qu'il challenge le bilan de Macky Sall. Macky Sall a promis le PSE en 2014. Aujourd'hui, on en voit les fruits. Aujourd'hui, Macky Sall a réglé les deux questions les plus insolubles au Sénégal, que nous avions au Sénégal, la crise en Casamance et la question de l'énergie. Aujourd'hui, la Banque mondiale classe le Sénégal parmi les pays les plus dynamiques sur le plan économique. Le bilan de Macky Sall est flagrant en termes d'infrastructures. Même sur le plan immatériel, le bilan immatériel est encore beaucoup plus flagrant. Parce qu'au-delà des ponts, au-delà des infrastructures, ce qui est plus important, c'est l'esprit qui les sous-tend. Et cet esprit-là nous a permis de gagner la Coupe d'Afrique. Cet esprit-là nous a permis de faire les résultats. Et c'est ça le bilan immatériel. L'amnistie fait partie du bilan immatériel. Je quitte le pays, je veux que le pays reste en paix. Donc nous, on s'attendait à ce que le candidat, comme on dit, l'œil et la parole désacralisent. Le candidat est sorti, on s'attendait à ce qu'il parle du problème du Sénégal. Lui et son leader, ils se sont mis à régler des conflits anachroniques qui remontent à leur passage à la Direction générale des impôts. Oui, mais pour revenir au sens de ma question, je veux dire, c'est un candidat et son leader qui sont sortis de prison et qui drainent des foules, notamment la jeunesse. Et il y a pendant ce temps un candidat de la majorité porté par le parti du président et les alliés. Voilà, c'est ça le problème. L'interprétation qu'on fait ici, c'est que quand ils sortent et se posent en opposant radical et tout cela, ça fait quand même un effet du point de vue de l'envergure du candidat de la majorité. Non, comme vous avez dit, le leader et son candidat, entre guillemets, sortent, le candidat de la majorité aussi draine des foules, mais fait des propositions. Une de ces propositions, c'est de dire le président Macky Sall vous a promis l'émergence en 2014 pour 2035. Avant, on n'avait que des arachides et des phosphates. Aujourd'hui, qu'on a le pétrole et le gaz, et ça grâce au génie du président Macky Sall, qui est quand même dans son métier, qui est ingénieur pétrolier, qui a créé les conditions normales d'exploitation du pétrole. Aujourd'hui, on s'attend à notre premier baril de pétrole au mois de juin, et je pense que dans n'importe quel endroit au monde où le président Macky Sall se situera, et je pense qu'il devrait être là, parce qu'aujourd'hui, cette histoire du pétrole, à 99%, c'est le fruit de son travail. Donc le candidat de la majorité dit, nous vous avions promis l'émergence en 2035. Maintenant qu'on a du pétrole, on peut gagner 5 ans. Et ça, c'est une proposition concrète. C'est-à-dire l'émergence du Sénégal en 2030. Et moi, je suis de ceux qui pensent, au-delà du brouhaha, au-delà des conflits politiques et politiciens, les Sénégalais vont voter dimanche. Et moi, j'ai toujours pensé que cette élection présidentielle sera un référendum pour ou contre le bilan de Macky Sall. Dans quel sens? Le bilan de Macky Sall, mais le bilan est flagrant. Mais regardez, aujourd'hui, au niveau de la RTS, vous avez le BRT, vous avez le TER, et surtout la pacification avec nos voisins. Moi, je suis de ceux qui je dis souvent que le bilan du président Macky Sall en termes de politique extérieure, c'est 2 ponts. Ne serait-ce que pour ces 2 ponts, le bilan est globalement positif. Le pont sur le fleuve Gambie, Farafenni. Pendant la colonisation, les Français et les Anglais ont cherché de faire un pont, ils n'ont pas réussi. Senghor a cherché à faire un pont sur le fleuve Farafenni pendant 20 ans, on n'a pas réussi. Abdou Diouf pendant 20 ans, Abdoulaye Wade pendant 12 ans. Donc aujourd'hui, il y a un pont sur le fleuve Farafenni. La Casamance n'a jamais été aussi proche. Et on a aujourd'hui un pont sur le fleuve Sénégal qui va rapprocher de la Mauritanie. Et quand vous faites de la géopolitique comme moi, où pendant très longtemps, on vous dit que le Sénégal a été dans un cercle de feu, le Sénégal a toujours des conflits avec ses voisins. Mais aujourd'hui, en 12 ans, regardez le miracle que le président Macky Sall a fait. Aujourd'hui, on a de bons rapports avec la Guinée-Bissau grâce à la démocratie. On a en envoyant l'armée du Sénégal, en aidant la Gambie pour que Yahya Jammeh quitte le pouvoir, la Gambie est devenue notre allié, la Mauritanie la même chose. Et ne serait-ce que pour ça, moi je suis de ceux qui pensent que l'élection de dimanche sera un référendum pour ou contre le bilan de Macky Sall. Si vous pensez que le président Macky Sall a bien travaillé et que vous voulez que l'alternance se poursuive, votez pour son candidat. Pour moi, c'est des trucs simples.
Il ne faut pas réduire la démocratie à l'agitation, au bruit ambiant et puis au débat politique. Ce sont les Sénégalais qui votent. Il y a une majorité silencieuse. Et c'est eux qui vont décider de l'orientation du pays. Maintenant, le dimanche, les Sénégalais vont voir le candidat qu'ils ont vu, qui n'est pas le chef, qui est sous tutelle. Est-ce que ce monsieur peut être chef de l'armée? Est-ce que ce monsieur peut représenter le Sénégal à l'international? Est-ce que ce monsieur a les épaules suffisamment solides pour diriger le Sénégal? Comme je dis, le président de la République, c'est un chef. C'est le chef de l'État, c'est le chef des armées. Et un chef ne peut pas avoir de chef. Ça veut dire que la personne que nous avons vue, il n'est pas un chef et il n'est même pas le chef. Parce que s'il était le chef, il ne serait pas revenu à de vieux conflits qui remontent à la direction générale des impôts, à des conflits de travail. Vous parlez notamment de ces diatribes à l'endroit de Amadou Ba. C'est des accusations carrément de corruption. Hein, Non, au-delà de ça, c'est une erreur stratégique parce que le candidat et son chef montrent que, encore une fois, que Amadou Ba maintient l'ascendant psychologique qu'il avait sur eux quand il était ses subalternes et ses employés à la direction générale des impôts. Et l'élection ne se passe pas à la direction générale des impôts. L'élection, ce n'est pas le règlement de vieux conflits de travail qui remontent à une dizaine d'années ou à une vingtaine d'années. L'élection, c'est de dire qu'est-ce que je fais du Sénégal. Si je suis élu président du Sénégal, voilà ce que je ferai. Pas de régler de vieux conflits. Et ça montre quelque chose de très simple. C'est une erreur stratégique fondamentale. Ça montre que le candidat de la majorité maintient encore un ascendant psychologique qu'il avait sur eux lorsqu'il était ses collaborateurs. Oui, en tout cas, c'est des attaques, des réponses parfois auxquelles on assiste à la place d'un débat sur de vrais sujets que vous évoquez d'ailleurs dans vos textes. La question des hydrocarbures, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que les réponses qui sont données ou les propositions, les solutions qui sont annoncées par les candidats sont suffisamment plausibles? Mais c'est ce que je décris dans ma thèse. Dans ma thèse, je dis que le Sénégal est une démocratie de Sisyphe. Le mythe de Sisyphe, ça veut dire cet éternel recommencement. Quand on voit la vie politique au Sénégal, depuis 1983, on en revient toujours au même débat, le même débat. Le même débat, ça veut dire les règles du jeu. Ça veut dire premier tour, deuxième tour. Depuis 1983, c'est le même débat. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'on soit de cette démocratie de Sisyphe parce que la démocratie est la compétition des réponses que les citoyens se posent. Aujourd'hui, et c'est pourquoi j'ai écrit récemment que Macky Sall est le premier des modernes. Et c'est quoi la modernité politique? Senghor a fait la nation. Abdou Diouf, je simplifie, Senghor a fait la nation. L'énergie de Senghor pendant 20 ans, c'était la nation. Abdou Diouf n'a pas fait des infrastructures remarquables, mais Abdou Diouf s'est concentré sur l'État. Abdoulaye Wade, c'est l'alternance et les libertés politiques. Macky Sall, c'est l'émergence. Et c'est pourquoi je dis que Abdoulaye Wade est le dernier des anciens et Macky Sall est le premier des modernes. Parce qu'Abdoulaye Wade clôt le long cycle senghorien ouvert par Senghor en 1945 et qui se ferme en l'an 2012. Et pourquoi l'alternance est une modernité politique? Pourquoi l'émergence est une modernité politique? Parce que l'émergence, l'ambition d'émergence est une volonté fondamentalement politique. C'est quoi l'émergence? Ça veut dire que nous décidons de quitter le mur des lamentations pour essayer de bâtir des choses nous-mêmes. Votre bâtiment ici que le président va inaugurer le 20, est un symbole d'émergence, incarnation de l'émergence. Parce que là où nous sommes, la maison là, ça a été bâti par des Japonais. Et le bâtiment que vous aurez, qui va être 10 fois beaucoup plus grand, est bâti par l'État du Sénégal. Le stade de l'amitié que nous avons, ça a été bâti par des Chinois. Le stade Abdoulaye Wade a été bâti par des Sénégalais. Et c'est pourquoi l'émergence est une attitude politique. Nous voulons l'émergence, comme je disais dans mes derniers papiers, en nous parlant de monnaie, de souverainisme. Ça veut dire que nous, c'est comme le vol de Emirates qui quitte Dakar pour aller à Dubaï. Ça veut dire l'émergence, nous, on a l'ambition d'aller vers Dubaï, de rattraper Dubaï, de faire comme Dubaï. Le candidat dont je parlais, M. Bassirou Diomaye Faye, veut nous obliger à faire escale à la Guinée de Sékou Touré. Et l'autre exemple simple qu'on peut donner, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de pays qui ont leur propre monnaie. Est-ce que vous, en tant que journaliste, économiste, vous n'avez jamais vu la monnaie de ces pays circuler à Dakar? Et pourtant, dans ces pays-là, notre monnaie circule. Et c'est ça l'émergence. C'est l'ambition de dire que nous devons essayer de rattraper les autres. Donc nous voulons décoller vers Dubaï. On ne peut pas accepter que quelqu'un nous distrait en voulant nous ramener à la Guinée de Sékou Touré. Le débat désuet sur le souverainisme. Vous avez été à Dubaï, vous avez été en Malaisie, mais là-bas, on ne parle pas de souveraineté. Qui parle de souveraineté à Dubaï? Qui parle de souveraineté à Dubaï? Donc le souverainisme est une forme de distraction massive. La seule
forme de souveraineté qui est là, que nous devons accepter, c'est l'émergence. Ça veut dire que quand vous allez vers l'émergence, vous n'avez pas de problème de souverainisme. Ça veut dire que c'est des débats éculés. Nous, le Sénégal a dépassé ça. Ce que le Sénégal veut, c'est avoir des leaders qui nous disent comment on doit faire pour atteindre l'émergence le plus rapidement possible. Pas nous ramener sur des débats anachroniques qui remontent aux années 60. Et c'est pourquoi je pense que Macky Sall est le premier des modernes. Parce que les autres présidents que nous avons eus, c'était l'État, la nation, mais Macky Sall, lui, a compris ça et n'a pas voulu se laisser enfermer dans une campagne électorale permanente. Et c'est pourquoi, dès qu'il est arrivé au pouvoir en 2012, il s'est focalisé sur l'émergence. Et aujourd'hui, on en voit les résultats. La meilleure forme de souveraineté, ça doit être la souveraineté économique et financière. Et c'est ça l'émergence. Ouais. On ne peut pas accepter que les gens nous divertissent avec un souverainisme désuet. Ouais. La meilleure forme de souveraineté aujourd'hui, regarde les pays qui sont dans le souverainisme, ils ne sont pas mieux lotis que le Sénégal. Ouais. C'est vrai que le débat sur le souverainisme est intéressant, mais je veux dire, des candidats à l'élection présidentielle qui ont leur vision aussi du Sénégal peuvent exposer des points ou des programmes différents. Ils ont le droit. Ce que, voilà, ils ont le droit, c'est pourquoi ce que vous dites. C'est pourquoi c'est ça l'honnêteté intellectuelle. Et tout le monde sait que Abdoul Mbaye n'est pas dans le camp de Macky Sall. Ils n'ont pas des atomes crochus sur le plan particulier, mais quand même, par honnêteté intellectuelle, il a pris sa plume. Et lui, il s'y connaît. C'est un banquier, c'est un financier, il a été ancien premier ministre du Sénégal, il est crédible. Il a dit ce que nous propose Bassirou Diomaye Faye est une catastrophe financière et monétaire. Et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Les Sénégalais n'ont qu'à faire le simple constat. Est-ce qu'ils voient à Dakar les monnaies de la sous-région ? Et pourtant, quand vous allez dans ces pays-là, la monnaie la plus demandée, c'est la monnaie du Sénégal. Oui, mais c'est des choix quand même qu'ils doivent, enfin, je veux dire qu'ils ont le droit d'assumer. Nous aussi, on a le droit de critiquer leur propre choix. Et c'est ça que je disais, le Sénégal retrouve c'est pourquoi je disais que l'amnistie, c'est une forme de magnanimité qui permet aussi de retrouver les conditions de la normalité. Si le monsieur n'était pas sorti, il n'aurait pas fait ce genre de proposition. Et comme je dis, la clarté brutale. Si le monsieur n'était pas sorti, leur fameux projet, entre guillemets, aurait été un mythe. Mais il est sorti, on a attendu un projet, il nous a proposé un programme. Et dès que le programme est sorti, on a vu les premières incohérences. Et c'est ça la démocratie. Comme ça, les Sénégalais vont trancher. Ils vont voir entre le bilan de Macky Sall sur le plan des infrastructures, l'ambition de Macky Sall et ce qu'on nous propose en France. Et ils vont trancher. Comme disent les Romains, vox populi, vox dei. Ils peuvent quand même, comme ils le disent, poser sur la table comme argument... le fait qu'ils étaient en détention, le temps n'était pas... Les circonstances n'étaient pas favorables pour carrément réfléchir et écrire Omar, ça c'est une plaisanterie. Un programme Omar, ça, pour développer le projet. Omar, ça c'est une douce plaisanterie. C'est une plaisanterie. Mais le projet, vous entendez parler du projet depuis combien d'années? Ils ont eu le temps quand même. Sauf qu'ils étaient en prison. Non, ils n'ont pas été tout le temps. Ils ont été en prison pendant 10 mois. En 2019, on parlait déjà de projet. Et la plupart des gens, quand ils sont en prison, au contraire, quand tu es en prison, tu as le temps. Et j'estime que quand je vois, et ça c'est une petite anecdote, j'estime que quand je vois comment M. Ousmane Sonko a changé, accepté l'opposition légale, parce que je me dis souvent qu'il a eu le temps, quand il était en prison, pendant ces 10 mois, de lire le livre de Christine Dessouche, le PDS, une opposition légale en Afrique. Où Christine Dessouche montre comment l'opposition légale d'Abdoulaye Wade a permis à la démocratie sénégalaise d'évoluer et de s'ouvrir et d'être une exception. Et j'imagine qu'elle a le temps de lire. Mais le projet, soyons sérieux. Ces gens parlent de projet depuis la création de PASTEF. Et PASTEF a participé à la présidentielle de 2019, PASTEF a participé à plusieurs élections. Si le projet existait, aujourd'hui, le candidat n'aurait pas eu de problème pour le présenter. Mais comme j'ai toujours dit, et je suis toujours convaincu, que l'essence du projet, c'est la manipulation. Il y a point de projet. L'essence du projet, c'est la manipulation. Ou s'il y a projet, comme je dis, c'est la négation du Sénégal. Et c'est quoi la négation du Sénégal? C'est dénoncer les forces de l'ordre du Sénégal à l'étranger. C'est dénigrer son pays à l'étranger. Il y a dans ce pays, les gens qui sont fait une spécialité de s'enrichir en dénigrant leur pays à l'étranger. Vous ne verrez jamais un Français remettre en cause que la France est la partie des droits de l'homme. Vous n'entendrez jamais un homme politique américain dire que l'Amérique n'est pas la partie de la démocratie. Mais ici, nous avons des gens qui se sont fait une spécialité de ça. Et c'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que le ministère de l'Intérieur devrait être beaucoup plus regardant sur le financement de certaines organisations. Parce que qui paye commande. Dans un pays comme le Sénégal, comment quelqu'un peut oser dire que oui, mais puis il faut
légaliser l'homosexualité, il faut, comme on l'a entendu récemment, il faut légaliser le chanvre indien. Je pense que le ministère de l'Intérieur devrait être beaucoup plus regardant sur le financement de cette organisation. Ce que j'appelle le parti de l'étranger, parce que qui paye commande. Qui paye commande. Il faut que le ministre de l'Intérieur soit beaucoup plus regardant sur ça. Et ces gens-là sont des spécialistes de la négation du Sénégal. Nous sommes des Sénégalais, malgré les dysfonctionnements de notre système politique, malgré les problèmes, nous sommes très fiers de notre pays. Et donc, nous devons pouvoir régler nos problèmes à l'interne. Et c'est ce que j'appelle le parti de l'étranger et les partis dans la négation du Sénégal, mais ils ne nous parlent pas. Ils parlent à l'étranger. D'accord. Ils parlent à l'étranger, ils dénigrent le pays, le pays à l'étranger. Comment un Sénégalais, par exemple, en termes de contribution aux forces de l'ONU, le Sénégal occupe la 7e position. L'ONU est très fière du professionnalisme de l'armée sénégalaise. Comment un Sénégalais peut prendre sa plume pour écrire à l'ONU pour dénoncer des soldats sans aucune preuve? Et c'est ce que j'appelle les partisans de la négation du Sénégal. Les partisans de la négation du Sénégal, c'est le livre blanc fait par PASTEF sur les événements où ils disent noir sur blanc que le Sénégal est le premier pays africain où il y a un coup d'État. Ça veut dire que ce que le Sénégal a de plus précieux, l'exception démocratique, le seul pays à n'avoir pas conduite anticonstitutionnelle. Et s'il y a eu un coup d'État en 62 au Sénégal, ça veut dire que donc le Sénégal n'est pas une exception. Et il y a beaucoup d'exemples. Oui. Quand on voit ça, il y a beaucoup d'exemples. C'est partant de la négation du Sénégal. D'accord. Ça nous permet peut-être d'évoquer une autre question cruciale sur laquelle on aimerait voir les candidats débattre, la question de la sécurité. Vous disiez que c'est une question extrêmement importante, mais qui n'est pas véritablement prise à sa juste mesure. Non, mais malheureusement, ce sont les tares de la démocratie décisive. Ça veut dire que le débat au Sénégal depuis 1983 est un débat essentiellement électoral. La question de la sécurité, elle est fondamentale. Nous avons été exception quand nous avons été l'îlot de démocratie dans un océan de dictature. Aujourd'hui, nous sommes exception parce que nous sommes le dernier îlot de stabilité. Regardez la carte de la sous-région. L'Afrique de l'Ouest est devenue aujourd'hui l'une des zones les plus instables au monde. Il y a de cela quelques semaines, la dernière attaque terroriste. Au début, quand on parlait d'attaque terroriste, c'était le Nord Mali. Et aujourd'hui, il y a de cela quelques semaines, la dernière attaque terroriste a eu à 60 km de Kidira. Donc, sur ces questions-là, il serait bon qu'on sache ce que les candidats qui veulent... Ça veut dire que la menace est bien là? Non, la menace est à nos portes, la menace est à nos frontières. Au début, quand on parlait de djihadisme terroriste, c'était le Nord Mali. Après ça, c'est déplacé au centre Mali. Mais quand on dit 60 km, à 60 km de Kidira, ça veut dire que c'est presque dans le Guidimaha. Donc, il serait bon que, pendant la semaine qui nous reste, qu'on sache l'opinion de ces candidats sur la sécurité nationale, sur l'économie, sur l'enseignement supérieur, sur l'éducation nationale. Et puis c'est ça le débat démocratique. C'est ce genre de questions-là que les Sénégalais se posent. Et comme je dis, dans un pays où le président de la République, la première institution du pays, se soumet humblement à une décision du Conseil constitutionnel, même si nous sommes dans un contexte d'apaisement et d'amnistie, il est quand même regrettable que nos opposants refusent de déférer à une convocation de la justice pour des affaires strictement privées au point de créer 40 morts. Mais comme le président a décidé par magnanimité présidentielle d'amnistier tout ça, on tourne la page. Aujourd'hui, le Sénégal va être un pays pétrolier. La campagne internationale dont vous parliez tout à l'heure, ce n'est pas le fait du hasard. Aujourd'hui, le Sénégal est la convoitise de beaucoup de lobbies, de beaucoup de puissance. Et ces gens-là ne peuvent mettre la main sur le Sénégal que dans une situation de tension permanente. Est-ce que si les gens réfléchissent un peu, est-ce qu'ils ne pouvaient pas expliquer l'amnistie par ça? La volonté, la décision du président de pacifier. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on parle de malédiction du pétrole. Le pétrole n'est pas une malédiction. Il y a une bénédiction du pétrole. Mais pour que le pétrole puisse être une bénédiction, il faut qu'on soit comme Dubaï, ça veut dire un pays stable et calme pour que les gens puissent travailler. Maintenant, les gens qui veulent mettre la main sur le Sénégal, les gens qui organisent cette conspiration internationale, ce qui les intéresse, c'est que le pays soit dans une tension permanente, dans une insécurité permanente pour qu'ils peuvent réaliser leur macabre dessein. Et puis le président de la République, qui est bien informé et qui aime son pays, c'est peut-être pour des raisons comme ça qu'il a décidé de pacifier l'espace politique, l'espace politique avant de partir. Nous sommes le dernier îlot de stabilité. Et il faut que les hommes politiques en soient conscients. Et que quand on va avoir des élections, que les hommes politiques soient jugés sur ces questions-là. Dans un pays où l'opposition peut gagner la capitale
Barthélémy Diaz, dans un pays où M. Ousmane Sonko peut gagner la mairie de Ziguinchor, dans un pays où quelqu'un comme Serigne Boub, société civile, peut sortir du néant et prendre la mairie de Kaolack, le pays n'a pas un problème électoral. Le pays n'a pas un problème électoral parce que quand la Cour suprême a décidé que le processus devait être repris, tu as vu l'administration. L'administration du Sénégal a aujourd'hui une vingtaine de jours pour organiser une présidentielle. Cette administration-là a organisé 3 élections en 2022. Donc dans un pays comme ça, on ne peut plus perdre du temps sur la transparence électorale, sur le fichier, est-ce que ça va être... Malheureusement, comme j'ai dit, le pays est aussi victime des rentiers de la tension. Il y a des gens qui vivent de tensions permanentes et puis ce sont ces gens-là, financés par l'extérieur, qui créent les conditions d'un brouillage politique extraordinaire pour continuer à recevoir des financements. Mais le Sénégal n'a pas un problème politique, le Sénégal n'a pas un problème électoral. Normalement, on devrait assister à un débat de qualité. On devait avoir un débat de qualité. On devait avoir un débat de qualité sur la sécurité nationale. Et c'est quoi le débat? Le président de la République, quand il arrive au pouvoir en 2012, de 2012 à 2024, le budget de l'armée a été multiplié par 250%. Est-ce que les gens ne devraient pas se poser la question? Si les djihadistes ne sont pas venus, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment particulièrement, parce que le Sénégal est leur anti-modèle. C'est quoi ce que disent les djihadistes? L'islam, la démocratie n'est pas soluble dans l'islam. Nous sommes de bons musulmans, nous sommes de bons démocrates. Donc, est-ce que ce n'est pas parce que le président de la République, en augmentant le budget de l'armée de 250%, n'a pas été dissuasif? Le débat, c'est de dire que Macky Sall a renforcé l'armée et chaque fois on est en train de nous monter en puissance. Et nous, si on prend le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait sur l'économie, sur les relations avec nos voisins? Aujourd'hui, le président Macky Sall a compris que, comme on le dit en sciences politiques, quand 2 pays se font du business, ils ne font pas la guerre. Mais aujourd'hui, la Mauritanie est devenue l'un de nos plus grands alliés parce que le président Macky Sall, dans sa stratégie, a dit on procède à un partage des ressources en hydrocarbures que nous avons avec la frontière, à la frontière. Pour la Gambie, les démocrates ne se font pas la guerre. Depuis qu'Adama Barrow est installé à Banjul, Mbalo, à Guinée-Bissau, aujourd'hui, et à mon avis, c'est ça qui a permis fondamentalement de régler ce qu'on appelait la question casamançaise. Cette question qui date de 1980. J'ai vu dans les images, et je m'en glorifie d'ailleurs, que le candidat Bassirou Diomaye Faye a atterri au Cap Skirring. C'est parce que le président Macky Sall a désenclavé la Casamance. Aujourd'hui, il y a 2 avions. Il y a 2 vols par jour, il y a 3 bateaux. Et puis il a quitté Cap Skirring pour venir tranquillement à Ziguinchor. Mais c'est parce qu'il y a la paix. Et moi, quand j'étais à Walf qui couvrait la Casamance, à l'époque, ce n'était pas évident. C'est ça le débat. Et 90%, et comme je dis, 90% des chances du candidat Amadouba reposent sur ça, le bilan du président Macky Sall. Et je suis sûr que les Sénégalais vont se prononcer par rapport à ça. Quand tu entres dans l'urne, et c'est ça le charme de la démocratie, le miracle de la démocratie, quand tu entres dans l'isoloir, en ton âme et conscience, les Sénégalais vont se dire, est-ce qu'on continue ce que Macky Sall a tracé? Parce que l'émergence est à portée de vue. D'ailleurs, c'est tellement à portée de vue que le candidat Amadouba dit qu'il peut le rapprocher de 5 ans. Et pour moi, ça soit le débat. Le débat aussi économique. Mais on a déjà une idée du débat économique. Ça, au moins, je félicite le candidat Bassirou Diomaye Faye qui nous a sorti cette idée désuète du souverainisme et sur la monnaie, et rapidement, ça a été en brèche. Maintenant, on va l'écouter dans les jours qui viennent, peut-être sur la politique extérieure. Parce que quand même, le président Macky Sall a mis le Sénégal à un niveau exceptionnel sur le plan extérieur. Je ne sais pas si vous avez été à Sochi, mais quand il a été président de l'Union africaine, il a transformé l'Union africaine, qui était un mur de lamentation, en un instrument géopolitique aujourd'hui qui a intégré le G20. Peut-être dans les jours qui viennent, on va entendre aussi les candidats sur la question de la politique extérieure. Sécurité, politique extérieure, économie. Que personne ne nous parle de fichier électoral, de transparence électorale, de carte électorale. Ça, vraiment, l'administration du Sénégal a montré qu'elle le gère très bien. D'accord. Le président Macky Sall a donc mis la barre haut et le candidat de la majorité peut se baser sur cela pour battre campagne, dites-vous. Mais on va essayer de régler un problème, disons, interne. Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'union sacrée autour de ce candidat-là pour effectivement bien défendre ce bilan-là et naturellement gagner cette élection? Mais je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas confondre l'agitation politicienne, les appareils. Quand même, il y a 7 millions d'électeurs. Il n'y a pas 7 millions de militants. Ceux qui feront la différence, c'est un peu c'est le Sénégalais lambda. Ça veut dire ce qu'on appelle la majorité invisible. Et eux, ils regardent. Eux, ils suivent. Évidemment, les querelles d'appareils, c'est important, les luttes d'appareils, c'est important, mais comme on dit, l'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme et un peuple. Et moi, j'ai toujours dit, c'est une rencontre entre un homme et une opinion.
Et aujourd'hui, l'opinion est en train de se faire. Et puis le choix va, à mon avis, va être vite fait entre celui, Amadouba, qui propose de continuer l'œuvre de Macky Sall. Pour moi, la seule chance d'Amadouba de gagner l'élection présidentielle, c'est ça. Je suis le continuateur de l'œuvre de Macky Sall. Donc nous voulons, les Sénégalais vont faire le choix entre celui qui veut poursuivre l'œuvre de Macky Sall, œuvre exceptionnelle en 12 ans, et celui qui veut revenir sur l'œuvre de Macky Sall et qui veut nous ramener à la Guinée de Sékou Touré des années 60. Et puis le choix sera vite fait. Même en Casamance, par exemple, la paix. La paix en Casamance. La paix en Casamance. Moi, j'ai toujours pensé que le MFDC avait toujours apporté une mauvaise réponse à une vraie question, l'enclavement. Oui. Et les 12 ans de Macky Sall ont permis d'apporter la vraie question, le désenclavement. Le candidat de l'opposition a fini sa conférence de presse, le lendemain, il est parti à Ziguinchor. Parce qu'il y a un avion. Pour qu'il y ait un avion, il faut qu'il y ait un aéroport. Pour qu'il y ait un aéroport, il faut faire la piste. Et après, tu prends la route. Quand tu prends la route, c'est parce que tu ne risques pas de te faire braquer. Tu ne risques pas de te faire braquer. Et donc, si moi je devais résumer le bilan de Macky Sall, ça va être, sur le plan national, ça va être 2 questions. Macky Sall a réglé 2 questions insolubles pour les Sénégalais, en plus des infrastructures. La Casamance et la question de l'énergie. Nos pays de la sous-région sont confrontés à des délestages pas possibles, alors que le Sénégal a multiplié par 2 ou 3, peut-être Antoine Diom vous le dira, pas multiplié par 3, sa capacité de production de l'énergie. D'accord, mais un bilan à perpétuer, je reviens à la question, mais est-ce que le bilan, le candidat de la majorité est en mesure aujourd'hui de le faire? Mais il est en mesure de le faire parce que c'est le choix. Il est en mesure de le faire parce que c'est le choix du président de la République. Et quand on voit son parcours aussi, je ne trouve pas quelqu'un de mieux placé que lui pour le faire. Parce que quand même, Amadouba a été ministre des Finances de Macky Sall pendant 6 ans. Et moi, en 2014, j'étais à Paris quand Macky Sall lançait le PSE. Amadouba était ministre des Finances. J'étais à Paris en 2019 quand on renouvelait le PSE et Amadouba était ministre des Finances. Oui. Et puis, il a été aussi ministre des Affaires étrangères et Premier ministre. Je ne vois pas dans l'establishment politique une personne mieux placée que lui pour continuer l'œuvre du président Macky Sall. Et c'est ça la démocratie. Macky Sall, c'est le PSE. On a vu les résultats. Et les autres nous parlent de projets que personne n'a jamais vus. D'accord. Et c'est ça, pour moi, c'est ça la confrontation. Macky Sall, au moins le PSE, on le voit, ministère des Finances, on voit les documents. Le Macky Sall, c'est le PSE. Donc, le PSE, au début, c'était une idée, et aujourd'hui, Macky Sall l'a concrétisé. On le voit, ce sont les ponts, les routes, BRT. Les autres nous parlent d'un projet que personne n'a vu. C'est pourquoi je me plais toujours à dire que l'essence du projet, c'est la manipulation. Et peut-être ils ont 1 semaine pour nous présenter le projet, mais si ce qu'on a vu, le programme monnaie unique, souveraineté, ça veut dire que le projet n'existe pas. En tout cas, dans leur tête, c'est gagné. Hein? C'est l'impression qui se dégage à leur niveau. Mais ça aussi, c'est de la manipulation. Et puis peut-être ça va être long pour l'expliquer. C'est ce qu'on appelle en communication politique la spirale du silence. L'individu veut être naturellement du camp de la majorité. Et que la spirale du silence, c'est de convaincre les gens que c'est joué d'avance. Mais comme je dis, la manipulation a forcément ses limites et les gens commencent à ouvrir les yeux. Et comme disent les rappeurs, et j'aime bien les rappeurs quand ils disent « Warfeigne ». Quand les rappeurs disent Warfeigne. Et depuis que leur candidat est sorti, depuis qu'il a parlé, et puis on voit les résultats. Et j'imagine qu'il va continuer à parler, et puis on l'attend sur d'autres questions. Mais la question qui va se poser, est-ce que les Sénégalais, quand ils seront dans l'une, ils vont prêts à accepter l'idée que ce monsieur qui a un chef, ils vont accepter d'avoir un président qui est sous tutelle, et ils vont accepter beaucoup de choses. Au moins, comme je dis, grâce au président Macky Sall, le jeu est ouvert. Le jeu est ouvert. Et la démocratie, encore une fois, et ça c'est fondamental, c'est une confrontation d'idées. La démocratie, c'est une aristocratie d'orateurs. Très bien. Ce n'est pas une aristocratie de gladiateurs. Et c'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que nous sommes revenus dans la situation normale depuis que les gladiateurs vaincus, parce que l'insurrection a été vaincue, ont rangé l'épée pour revenir comme on dit, la normalité. Pour revenir au marbre du Sénat. Comme disaient les Romains, la poussière du Colisée et le marbre du Sénat. Maintenant, ils ont quitté la poussière des gladiateurs et nous leur souhaitons la bienvenue dans le marbre du Sénat où c'est une affaire de civilité et d'urbanité pour discuter des questions du pays. Merci beaucoup, Yoro Dia, le politologue. Par ailleurs, ministre conseiller porte-parole de la présidence de la République. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi. Rendez-vous dans 2 semaines, puisque dimanche prochain, c'est un jour de scrutin.